si on était d'accord avec nos subjectivités et si on cessait de chercher la cohérence, si on cessait de chercher qui a raison. Raison Mm. et tort, c'est le monde des fous. C'est un monde dans lequel tu joues un jeu de con à longueur de temps. Parce que tu vas Mm. toujours chercher à prouver que tu as raison et que l'autre a tort. Et pourquoi tu fais ça? Parce que tu serais tranquille si tu avais raison. Mais tu peux être tranquille sans avoir raison. Tu peux juste être tranquille parce que c'est ce que tu vis. Et tu cherches l'assentiment de personne. Mais pour ne pas chercher, on reboucle avec notre début de discussion sur la reconnaissance, pour ne pas chercher l'assentiment de l'autre, ça veut dire que toi tu es tranquille avec le fait que ce que tu vois, tu le vois. Je me disais, je ressens du bonheur à l'idée d'évoquer la mort. C'est pas intuitif, mais ça me fait vraiment plaisir, tu vois, je frétille un peu. Ouais, mais c'est parce qu'il y a de l'excitation. C'est souvent dans les processus d'Access Consciousness, qui est cette approche développée par Gary Douglas, que j'utilise beaucoup là depuis 2 ans, et j'aime beaucoup quand quelqu'un a peur, il te pose souvent la question peur ou excitation. Parce qu'en fait, ce qui est vécu comme ça, quand on est contracté comme de la peur, en réalité, par ça, c'est de l'excitation quand tu es dans cette dimension-là. Et voilà, la mort, là, en fait, moi, quand je te perçois, tu es tout excité, là, parce qu'en fait, tu as ta dimension infinie dans laquelle la mort, c'est le kiff, quoi. Enfin, on change d'état. On va changer d'état. Et ce que tu es véritablement, qui est un être infini et dans lequel la vie éternelle joue à prendre des tas de formes, ben oui, c'est un kiff. Enfin, moi, je me souviens, j'avais 8 9 ans quand j'ai commencé vraiment à me focaliser sur la mort à l'époque. Et à l'époque, je fantasmais sur la mort. Je me disais, putain, ce qui est sûr, c'est que tout ce que j'arrive pas à voir actuellement dans le subtil, à percevoir à certains endroits, c'est sûr, je vais le voir à un moment parce que je vais mourir, tu vois. J'avais hâte de mourir à l'époque. Je me disais, ouais, quand je vais mourir, je vais cesser d'être limité à cette forme et je vais kiffer à nouveau tout ce que je me sens être sur d'autres plans. Alors aujourd'hui, je le fais d'une autre manière. Je suis pas du tout pressé de mourir aujourd'hui. J'en ai pas du tout peur non plus. Mais voilà, je vois que je kiffe bien d'être ici et puis de jouer avec la forme ici et avec la matière et avec tous les êtres humains et tout ça. C'est cool. Mais je me dis, c'est une vie bien triste et bien serrée que celle d'un être humain qui a peur de mourir. Et puis en plus, si tu as peur de mourir, c'est comme quand tu as peur d'être seul ou quand tu n'aimes pas être seul. Enfin, c'est que tu n'as pas goûté ce que tu es, quoi. Donc c'est sûr que quand tu te prends pour ce corps et que tu crois que quand ce corps va mourir, toi, tu cesses d'exister, alors là, si tu confonds ça avec ce que tu es, là, tu vas plus vivre parce que tu vas chercher à préserver éternellement la vie dans ce corps et là, ben, tu vas entrer dans des trucs effectivement transhumanisme ou autre, ou se dire, ben, on va finir dans le métaverse. De toute façon, là, je veux dire, il y en a qui sont en train de regarder comment on peut. Il y a une série d'ailleurs c'était pas sur Netflix, c'était sur Amazon Prime. Ça qui s'appelait Upload, je crois, ou peut-être sur Netflix, je sais plus. Et où c'était ça, c'était dans quelques, allez, 2 décennies, ils avaient trouvé comment uploader ta conscience dans le métaverse, dans un monde virtuel, mais dans lequel, bien sûr, tu avais la maison à la taille de ton portefeuille avant d'être uploadé. Et où, si à un moment donné, il y avait plus assez de crédit sur ton compte, tu étais rétrogradé et après tu passais en noir et blanc et puis tu pouvais même finir en image figée en 2D si tu avais pas assez de thunes sur ton compte. Enfin, mais ouais, mais je dis c'était très réaliste. Pourquoi si le monde si l'humanité allait vers un truc pareil, qui serait d'avoir une telle folie, heu, par manque de sagesse finalement, par manque de conscience de ce que nous sommes vraiment, donc de vouloir finalement préserver cette petite entité structurelle-là très comprimée et de vouloir en faire une entité éternelle, si tu entres dans cette folie-là, ça serait avec le paradigme actuel, donc effectivement, où il y aurait ceux qui ont des sous et puis qui, dans ce monde-là, ont des châteaux et peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, le temps qu'ils veulent, le nombre de nanas qu'ils veulent éternellement. Et puis les autres, donc ils avaient des petites cartes, et puis tu avais les lieux, en fait, dans cette série. Il y avait les 2 gigas, c'était ceux qui avaient beaucoup de thunes, donc ils avaient beaucoup de gigaoctets de données auxquelles ils pouvaient accéder. Puis après, au sous-sol, tu avais voilà, les 100 mégas, les 200 mégas qui avaient plus de thunes, puis qui commençaient à pixeliser, puis à être un peu en noir et blanc. Et je me disais, waouh, quelle dystopie épouvantable. Et en même temps, elle me semblait très réaliste. Donc moi, je crois qu'en ce moment, on est vraiment à une croisée des chemins, comme on a rarement été pour l'humanité, où d'un côté,
ça va vers de plus en plus de virtuel et de déshumanisation et d'externalisation des êtres, et où la norme, ça serait ça. Et puis, il y a en même temps tous les possibles qui sont ouverts, parce que l'humain, il est aussi cette merveille de conscience. Il peut accéder à cette conscience qu'il est. Donc là, il y a un autre futur dans lequel la norme, ça serait le retour vers soi, la présence à soi, la qualité de la connexion, et puis qu'est-ce qu'on peut créer ensemble depuis ces espaces-là où tout est possible et où la mort fait partie de la vie et où elle y est inclue et où on n'en a plus peur. Ouais. Trop bien. Quelle joie de parler de la mort. Euh, je me disais quelque chose aussi. Bah, tout à l'heure, tu nous évoquais un mot que tu as inventé il y a quelques années. Alors, moi, j'ai inventé un mot. Enfin, je me suis pas trop cassé la nénette non plus, mais il y a 2 jours seulement. Donc, en plus, je prends le risque, tu vois, de le mettre au jour aussi proche de sa naissance. Mais c'est la notion de faux-objectivité. Ah, la Euh, subjectivité, joli. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que quand on prend sa subjectivité pour de l'objectivité ou qu'on cherche à rejoindre par sa subjectivité une objectivité potentielle, j'ai l'impression que c'est presque ce qui crée le plus d'incompréhension, de tension, il y a un nombre de conséquences au fait de prendre son point de vue pour de l'objectivité qui me paraît énorme. Donc je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Et est-ce qu'en tant qu'humain, on peut accéder à une objectivité quelconque quelque part? Il y en a aucune. Il y en a Hmm. aucune. Enfin, je veux dire, c'est scientifiquement démontré. Tu parles avec n'importe quel scientifique, il te dit que l'observateur interfère et influe directement ce qu'il regarde. Donc, je veux dire, c'est en physique quantique et partout. Enfin, c'est démontré qu'il n'y a aucune objectivité. Donc, tu vois, on est dans un monde dans lequel il y a juste, faux, bien, mal, subjectif, objectif, et du coup, le sujet, enfin, c'est ce que je veux dire, c'est que dans notre société, le terme de subjectivité est devenu comme un gros mot. C'est-à-dire que quand on te dit, oui, mais tu es subjectif. Oui, je suis le sujet. Excusez-moi que la présence de mon être soit là. Et oui, c'est moi qui vois. Et oui, c'est mon point de vue. Sauf que comme on est dans une société où on a externalisé les choses en croyant à une vérité absolue qui pourrait exister, dans un grand livre que personne ne nous a encore sorti, mais enfin tout le monde se réfère à son propre livre de loi, de règles ou de religion, peu importe. Mais je veux dire, on a externalisé tout ça et on croit qu'il y a quelque chose qui s'appelle la réalité et on a objectivé les choses, c'est-à-dire qu'on fait de tout des objets et on croit qu'il serait possible d'avoir quelque chose qui existerait indépendamment de l'observateur. Donc il y aurait quelque chose, donc ça c'est objectif parce qu'on peut le décrire, on le voit tous et personne n'a conscience qu'on le voit tous parce qu'on a tous justement accès à un point de vue partagé qui fait qu'on recrée sans cesse cette réalité. Mais là, quand je dis ça, pour beaucoup de gens, ils vont dire: «OK, ça a pété un plomb, du délire, ça c'est de la science-fiction». OK, si tu es matérialiste, ce que je dis est du délire. Si tu es présent, vivant, tu dis: «Ah oui, OK, bien sûr, bien sûr». Je veux dire, les anciens appellent ça la Maya, enfin tu appelles ça comme tu veux. Ce qu'ils ont appelé l'illusion, c'est quoi? C'est l'endroit où l'humain est connecté globalement au même endroit, qui fait qu'on voit et on projette en permanence la même chose. Et alors, parce que quand je montre ça, tout le monde voit et reconnaît la même chose habituellement. Enfin, disons, si tu le reconnais pas, on va dire que tu es fou, hein, mais logiquement, voilà, si tu es reconnu comme saint d'esprit par cette société, on va dire: «OK, Issa est en train de tenir un verre transparent qui a l'air ici d'avoir une légère couleur jaune», ce qui est expliqué par le fait que le fond est jaune et il projette le reflet. Voilà, maintenant si toi en ce moment tu es en train de voir que je tiens un caméléon dans ma main, là tout le monde va dire que tu es fou, parce que tu es le seul à le voir et que les autres ne le voient pas. Donc, on est aussi dans une société dans laquelle la norme, c'est que si tout le monde voit la même chose, on est dans une société de la majorité. Si la majorité des gens voient un verre transparent avec une légère couleur jaune et qu'il y a une personne qui voit un caméléon qui est en train de tirer la langue et de me lécher l'oreille, si celui-là, elle est le seul, la norme, c'est qu'il est anormal et qu'il est fou. Et que ceux qui voient tous le vert, c'est la même chose. Et personne se demande qu'est-ce qui fait qu'on voit tous un vert. Là, on va dire, mais vu qu'on n'a aucune réponse à ça, vu qu'on n'arrive pas à l'expliquer scientifiquement, alors on va dire ça c'est objectif. Il existe. Hein. Sauf que moi j'avais, je crois 6 ans quand je demandais à ma mère: «Maman, le verre quand on le regarde pas, il existe toujours?» Et ma mère ne comprenait pas la question. Elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu demandes?»
Une Tu ne question deviens pas Schrödinger. tu deviens pas le ver quand on le regarde pas, mais c'est ça. Je veux dire le chat dans la boîte, avec le truc qui aléatoirement peut l'avoir tué ou pas, tant que tu as pas ouvert la boîte, tu ne sais pas ce qu'il devient. Donc en réalité, il y a pas d'objet sans sujet pour le voir et nous, on appelle réalité ce que nous voyons tous simultanément, sans avoir la perception qu'on est dans cette matrice, qui n'est pas une histoire, qui est un documentaire, donc qui est simplement, on est tous branchés à un même endroit qui fait que nous voyons les mêmes choses. Mais c'est pas parce qu'on voit la même chose qu'elles existent. Donc pour moi, il n'y a aucune objectivité et on en a parlé précédemment, donc du coup, aucune réalité, du coup, aucune vérité, il y a que des points de vue. Et ça n'est pas parce que nos points de vue se rejoignent que nous avons raison. Et ce n'est pas parce que des millions, voire des milliards de points de vue se rejoignent que ça veut dire que c'est la réalité ou la vérité. Ça veut juste dire, tiens, il y a une convergence de ces milliers de points de vue. Mais dans notre société, ce que des milliers de points de vue voient, on appelle ça quelque chose d'objectif. Alors que quand on a un qui dit: «Oui, mais moi je vois quand même le caméléon qui maintenant il lèche l'arrière du lobe de cette oreille», là on va dire: «Non, ça c'est subjectif, tu es fou mon pauvre, reviens un peu à la réalité». Voilà. Merci pour Là, ça. il y a pas d'objectivité. En plus, si tu essayes d'objectiver ta subjectivité, ça veut dire que tu es en train d'acheter le mensonge de l'objectivité. Donc pour moi, c'est ça qui fait que ça devient faux instantanément, même s'il faut appartient au monde du juste et du faux. Mais je veux dire, tu te mets en tort toi-même. Tu vas te mettre en tort tout de suite parce que tu es en train de te nier. Alors que si tu entres simplement en disant: «Ben ouais, c'est mon point de vue. Voilà, c'est ce que je vois». Là, tu sors tout de suite. Maintenant, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire après ça? Je veux dire, quand je rentre, quand je cherche à objectiver, c'est que je cherche à avoir raison. Tout simplement ça, hein. Si tu cherches à objectiver ce que l'autre appelle ta subjectivité, c'est que tu es en train de prouver que tu as raison. Mais quand tu es sorti du monde avoir raison, avoir tort, moi je m'en fous complètement que tu crois que j'ai tort. Parce que moi je cherche pas à avoir raison. Donc moi je vais te dire, écoute, moi je vois ce caméléon. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? À part me tuer, tu peux me tuer si tu veux, mais tu auras toujours pas tué la réalité de mon expérience. Mes derniers mots avant de partir seront: «Et maintenant le caméléon a rentré sa langue». Voilà. Et toi, tu m'auras tué, tu pourras même pas être content de ça, parce que tu diras: «Putain, je l'ai tué et il a pas tort. Il est pas mort en ayant tort et merde. Parce que ce que tu voulais, c'était que j'ai tort». Mais tu peux pas donner tort à l'expérience de quelqu'un. Donc à partir du moment c'est pour ça que je dis bon, c'est tragique parce que l'humain, très souvent, il fonctionne à l'envers, il fait des choses tragiques. Il analyse bien la situation de ce qu'il voudrait vivre, mais derrière, il fait une action qui va l'amener à l'inverse. Donc il analyse bien que là, il est en train de vivre quelque chose qui est subjectif, qui lui appartient, et il voudrait que ça, on le remette pas en question. Et donc, pour qu'on remette pas ça en question, parce que pour lui, il aimerait plutôt que ce soit peut-être honoré ou en tout cas qu'on le laisse tranquille. Donc, pour avoir la paix, il va chercher encore pareil à l'externaliser et donc il va chercher à l'objectiver, à démontrer à l'autre que si ça existe réellement. Mais à la seconde où tu cherches à montrer à quelqu'un que tu as raison, tu te mets en tort. Tu as perdu. Alors que quand tu dis juste, écoute, moi je vois un caméléon, mais si tu le vois pas, il n'y a aucun problème. Fin de la discussion. Hein. Il y a Gaëtan qui me dit, mais non, il est fou, c'est un hérisson. Et oui, donc, moi, je vois un caméléon, Gaëtan voit un hérisson. Je ne peux pas lui enlever son hérisson. Mais bien Je peux sûr. pas enlever mon caméléon. Et là, tout le monde est tranquille. Tu te rends compte le nombre de guerres qu'on aurait évitées. Si on était d'accord avec nos subjectivités et si on cessait de chercher la cohérence, si on cessait de chercher qui a raison. Raison et tort, c'est le monde des fous. C'est un monde dans lequel tu joues un jeu de con à longueur de temps. Parce que tu vas toujours chercher à prouver que tu as raison et que l'autre a tort. Et pourquoi tu fais ça? Parce que tu serais tranquille si tu avais raison. Mais tu peux être tranquille sans avoir raison. Tu peux juste être tranquille parce que c'est ce que tu vis et tu cherches l'assentiment de personne. Mais pour ne pas chercher, on reboucle avec notre début de discussion sur la reconnaissance, pour ne pas chercher l'assentiment de l'autre, ça veut dire que toi, tu es tranquille avec le fait que ce que tu vois, tu le vois. C'est-à-dire que toi, tu honores ce que tu vis. Tu cherches pas une validation extérieure. Moi, je vois un caméléon, je vois un caméléon. Gaëtan voit un hérisson. Qu'il soit béni de voir un hérisson. Je veux dire, moi, j'ai aucun problème qu'il voit un hérisson. Je vais pas lui dire, mais non, attends, c'est pas comme ça, un hérisson, Gaëtan. Puis il a pas des piquants, il a une longue. Non, je me dis, c'est possible. Il est un autre être, il a un autre point de vue. Peut-être que ce que moi je décode dans mon percevoir, je perçois cette entité, et ensuite je la décode comme étant un caméléon, et peut-être lui il le perçoit d'un autre axe, et il le décode comme étant un hérisson.
Et en réalité, aucun de nous 2 ne sait ce que nous voyons, mais la réalité, c'est qu'on est en train de percevoir quelque chose et donc j'ai aucun problème avec ça. Donc tu vois, là, on entre dans un monde où il y a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de possibles et il y a plus aucune opposition. Donc en réalité, c'est ce qu'on voudrait. On cherche la paix quand on cherche à objectiver les choses. Par le avoir raison, on cherche la paix. Sauf que le avoir raison, c'est ce qui a créé toutes les guerres. C'est ce qui est en train de les faire en ce moment en Ukraine et partout ailleurs. C'est ceux qui veulent avoir raison. Ils ont raison sur leur point de vue. La Russie, c'est ça, l'Ukraine, c'est ça. Non, 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 tort, raison. Tu enlèves les torts, tu enlèves les raisons. On va discuter gentiment hein, à un moment. On va débattre. On va débattre. Il va y avoir de guerre. On va se partager nos points de vue et puis à un moment donné, on trouvera quelque chose pour cheminer. Mais dès qu'il y en a un qui croit avoir raison, pour qu'il y en ait un qui ait raison, il faut qu'il y en ait un qui ait tort. Et le problème de l'humanité, c'est que personne n'accepte d'avoir tort. Donc c'est ce qui crée les guerres. Tu vois? Sinon ça pourrait être simple, il y en a un qui dit, «Ah bah ça c'est à la Russie, donc moi j'ai raison» et l'autre en Ukraine il dit: «D'accord, j'ai tort, prends-le». Fin de la discussion, il y a pas de guerre. Je veux dire, si quelqu'un veut avoir tort ou tu le mets dans l'autre sens. La Russie dit: «C'est à nous», l'Ukraine dit: «Non», la Russie dit: «Ah excuse-moi, j'ai tort». Terminé. Mais où est-ce qu'on a déjà vu une discussion dans laquelle quelqu'un dit à l'autre: «Tu as tort» et l'autre dit: «Ah oui, excuse-moi, j'avais pas vu. Oui, oui, j'ai tort». Fin de la discussion. C'est très, très, très rare. Très, très rare qu'on débatte, qu'on sorte de la bataille. On veut avoir raison parce que c'est ce qui nous amène la paix et pour avoir raison, on fait des guerres. Tu as raison. Et tu vois, par exemple, voilà, quand on éduque, quand on aide les gens, bon, on le fait pour rire, mais moi, quand quelqu'un me dit: «Tu as raison», je lui renvoie tout de suite: «Tu veux dire que tu as le même point de vue que moi?» Mmh. Pour pas qu'on entre dans ça. Ouais. Parce que moi, non, je ne veux pas acheter, je veux pas qu'on me colle dessus que j'ai raison, je n'ai pas raison. Tu vois, moi, je suis en train, je veux dire, j'ai fait 20 ans de CNV pour me rendre compte après mes 20 ans de CNV, quand je suis entré à fond dans bosser avec les outils d'Access qui sont très décapants là-dessus, je me suis rendu compte, putain, je m'étais pas décollé d'avoir raison. Je croyais à certains moments avoir raison. J'étais sorti des paradigmes bien, mal, juste, faux, mais avoir raison, putain, j'avais encore le point de vue par moment que j'avais raison. Et là, je dis merde, je suis pas encore libre à cet endroit-là. Et ça, je vois que c'est le gros truc, quoi. C'est le truc qu'on a le plus de mal à lâcher. Et pourquoi on a le mal à lâcher? Parce que c'est le piédestal de notre paix intérieure et de notre champ de cohérence et de la légitimité de la reconnaissance de qui on est. Donc à chaque fois, on essaye de se prouver qu'on a raison pour se légitimer dans qui je suis. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'avoir raison pour exister. Tu n'as pas besoin d'avoir raison pour goûter ce que tu goûtes. Tu n'as pas besoin de tout ça. Donc tu peux garder finalement tes aspirations et tes besoins et après prendre des stratégies qui vont te rendre la vie belle. Parce qu'à chaque fois que je cherche à avoir raison, je sais pas si tu vois le temps et l'énergie, on parlait de temps et d'énergie tout à l'heure, putain le temps et l'énergie, c'est tellement coûteux de chercher à avoir raison. Ah là là, et maintenant je le vois. Maintenant à chaque fois je vois quand je démarre, mais des fois c'est juste un mot, une phrase, oh putain je suis encore en train de chercher à avoir raison. OK, donc là j'utilise l'outil, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue et j'essaie de lâcher ou je me répète: «Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue» en boucle, jusqu'à ce que je lâche que je suis en train de chercher à avoir raison. Ça va toujours me restreindre. Donc les amis, si vous voulez, être libre, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, à chaque fois que vous voyez, vous cherchez à avoir raison et regardez plutôt comment vous pouvez être présent à vous, quel autre choix vous pouvez faire ou quelle rencontre vous pouvez avoir avec l'autre dans son expérience, plutôt que de créer des batailles comme ça éternelles pour, légiférer et légitimer, nos points de vue qui sont tout à fait relatifs. Mmh. Mais quelque part, alors non, je vais peut-être pas partir dans ah, j'ai envie. Heu, Tout à l'heure, on a évoqué si le chat de Schrödinger, je voulais juste évoquer un petit dessin que j'ai fait il y a quelques semaines de ça. J'ai dessiné un petit bonhomme très, très mal parce que je suis très mauvais en dessin, mais ça me permettait de mettre le truc, en forme. J'ai dessiné quelqu'un qui avait la boîte avec le chat dedans et qui disait: «C'est rigolo, ce chat est à la fois mort et vivant» et autour de lui, il y avait une boîte et il y avait l'univers autour de cette boîte, et ça lui permettait d'être concentré sur la boîte qu'il tenait dans ses mains, et de pas être en train de regarder la boîte qui est au-dessus de lui, et surtout le vide qui entoure cette boîte, et le fait que lui, il est mort et vivant en même temps à cet endroit-là aussi. Voilà, ce petit clin Mmh. d'œil à ce qu'on vient d'évoquer, mais ça m'avait fait rigoler de faire ce petit dessin. Ouais, c'est quelle boîte sur quelle boîte je suis en train de mettre mon attention pour, éviter, d'être conscient de l'apparent vide pour mon mental
et de toute la présence que je pourrais goûter si j'étais présent à moi, ouais. C'est où est-ce que je me distrais, hein, encore une fois, hein. C'est c'est distraction et contrôle, c'est où est-ce que je cherche à avoir le contrôle. Là où tu cherches à contrôler est ta prison. Tout ce que tu cherches à contrôler, c'est ta prison. Simple. Et tout ce que tu ne choisis pas te contrôle. Donc là, quand tu auras au quotidien dans une journée le nombre de choses où tu dis: «Est-ce que je peux ne pas le faire?» et tu réalises que: «Oh non, je ne peux pas ne pas faire ça. Est-ce que ça, je peux ne pas le boire maintenant? Ah mais non, j'ai tellement soif, je il faut est-ce que ça, je peux ne pas le dire? Ah non, mais il doit le savoir quand même parce qu'il faut quand même qu'il se rende compte un jour que» tu vois, tous ces trucs. Est-ce que je peux ne pas le faire? Non. Ah là, ah merde, j'ai pas le choix. OK. Donc tous les Ouais. endroits où on est en prison comme ça, hein, il y a toutes ces prisons dans lesquelles nous sommes. Et après, ça devient du coup très passionnant, au lieu de philosopher effectivement sur, lui dans sa boîte, il est peut-être ci ou ça, ou le mental du coup, ça l'amuse, hein, la masturbation intellectuelle, le mental il adore, ça lui donne un plaisir fou, il croit contrôler les choses. Donc il peut rester des heures comme ça à philosopher, sur des trucs, où en fait il se met à l'extérieur plutôt que, pouf, on pose le mental et on commence à goûter, perceptivement, sensoriellement, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est là? Et où là, le mental va s'ennuyer tout de suite et dire: «Mais putain, il y a rien, on se fait chier, on s'ennuie là». J'avais fait une vidéo là, il y a des années, ça s'appelait «L'ennui, antichambre de la présence» ou un truc comme ça. Mais c'est très bon signe en fait. C'est la présence, est-ce qu'un être infini s'ennuierait? Pas du tout. Je veux dire, ce qui s'ennuie, c'est le mental. Donc quand tu t'ennuies, c'est très bon signe, ça veut dire qu'il y a rien à manger pour le mental. Ça veut dire que là, tu es aux portes de la présence et donc la présence, ça commence toujours par l'ennui du mental. Le silence du mental, il a rien à en dire parce qu'il peut rien attraper. Donc il va commencer à dire: «Je sais pas ce que c'est». Après il va dire: «OK, c'est dangereux parce que je peux pas y aller». Donc en général, il cherche à te distraire. Quand tu cherches à te distraire, c'est que tu commences à être présent et que le mental s'emmerde. Et moi j'ai ça comme signal en fait, parce que moi j'ai toujours ce point de vue que le mental a des bonnes analyses et des mauvaises stratégies. Hein, c'est-à-dire il va très bien analyser la situation, c'est-à-dire: «Il y a rien pour moi là, il y a rien à manger, je vais me faire chier, donc je m'ennuie», c'est une très bonne analyse. Après la stratégie, c'est: «Je vais me distraire». Alors qu'en fait, ce qui serait bénéfique pour nous, c'est que quand le mental dit: «Je m'ennuie», on repère le signal: «OK, il y a de l'ennui. Oh cool! Ça veut dire que je suis aux portes de l'endroit où le mental ne peut pas aller». Et là, je dis au mental: «Chouchou, alors tu vas te mettre sous le petit palmier là, avec un petit hamac, tu prends ce que tu veux, un mojito, ce qui te fait plaisir, ou un livre, ou enfin va t'occuper. Je vais dans un endroit qui n'est pas pour toi. Voilà. Tu peux rester là». Et si tu t'ennuies, c'est pas grave parce que c'est pas toi qui vas y aller. Et là, toi, tu entres dans la présence. Tu vas commencer à entrer dans ce que tu perçois, ce qui est là, dans le corps, autour de toi, tout ce que tu perçois et qui est vachement flou, en fait. Hein, toute l'approche du focusing de Jen Lin, elle est basée là-dessus. C'est rester, il dit: «Est-ce que vous êtes prêts à rester avec quelque chose de vague et de flou?» Là, le mental dit: «Non, non, comment ça vague et flou? Mais moi, il faut que je le définisse tout de suite». Non, là, tu restes avec un truc un peu vague et flou, et tu perçois juste et tu goûtes l'ambiance, tu vois? Comme quand tu es dans la nature et tu es là, tu goûtes l'ambiance des bois, de la forêt, tu sens le petit air, il y a un chant d'oiseau au loin, tu sais pas ce que c'est, tu t'en fous, tu entends juste le chant, enfin, tu entres dans ton percevoir. Comme j'ai un stage en ce moment qui s'appelle Percevoir et on s'est régalé là, pendant les 3 derniers jours du 13 au 15 août avec les gens qui étaient là. C'était ouvrir cet espace-là, ou ouvrir ce truc où je leur disais: «C'est la différence entre le mental, c'est comme un pêcheur qui a décidé qu'il allait pêcher une carpe de 23 centimètres 5, et tout ce qui n'est pas une carpe et tout ce qui fait pas 23 centimètres 5, il va dire: "J'en veux pas, il y a rien"». Et là, c'est la différence quand tu entres dans le percevoir, tu ouvres comme ça, et là, c'est comme si c'était un pêcheur, en fait. Lui, il veut rien ramener, lui, il ouvre la nasse, et puis lui, ce qu'il aime, c'est être traversé par le courant, en fait. Et donc, on va lui dire: «Qu'est-ce que tu as ramené?» Il va dire: «Le goût de la mer, le goût de l'océan». J'ai ce que je ramène, c'est le temps que j'ai passé à goûter d'être traversé par le courant là, et c'était délicieux. Mais il y a rien qui est défini. Et en fait, on passe tout notre temps à chercher des poissons, des carpes de 23 centimètres 5, à faire des projets super définis, des listes de tâches, des trucs machin, pour au fond goûter cette joie que tu pourrais goûter en ouvrant simplement ta nasse et en n'ayant aucun objectif particulier dans l'instant, et juste en goûtant ta présence. Sauf que ça demande d'aller à un endroit où le mental ne sait pas aller, où donc tu as ce petit obstacle qui est qu'il faut mettre le mental dans un petit hamac, et que quand tu t'approches de l'ennui, tu dis: «Ah, la présence est pas loin, donc OK, on dit au mental: "Reste tranquille,
Hein, c'est un psaume de l'Ancien Testament qui dit: «Apaise-toi», ça peut aussi être traduit par: «Arrête-toi, apaise-toi, arrête-toi et connais, je suis Dieu». C'est pour dire vraiment: «Arrête de t'exciter et laisse-moi me connaître, laisse-moi connaître ce que je suis en cet instant, quoi». Et je suis quelque chose d'infini qui est en train de capter des choses infinies, indéfinissables, non objectives, totalement subjectives, ce qui n'a aucune importance puisque je ne vais jamais chercher à les démontrer à qui que ce soit ni avoir raison. Je vais juste goûter mon expérience et sentir ma présence. Et quand tu commences à sentir cette présence-là, et quand tu commences à ouvrir ton percevoir de cette manière-là, putain, tu commences à avoir un goût justement de plénitude, là où le mental dit c'est vide, il n'y a rien, tout ça. Toi, c'est là où tu sens, ça commence à devenir dense. Tu sais, moi, quand j'étais enfant, à cette époque où peut-être toi tu lisais Mathilde et où tu te reconnaissais tellement, et où moi aussi je lisais plein de livres divers et variés, où je me projetais partout ailleurs que là où j'étais, je me reconnaissais dans rien. Mais le truc qui me marquait le plus quand j'étais enfant, c'était cette sensation d'irréalité. Je me sentais pas exister vraiment, en fait. Et ça, j'ai observé chez beaucoup d'adultes, étiquetés au potentiel ou autres, quand on en parle, ils me disent: «Ouais, moi j'ai souvent cette sensation d'irréalité». Mais c'est en fait parce que tu ne rentres pas dans la matrice complètement et tu perçois bien qu'il y a un putain de bug quelque part. Là, il y a des chiffres qui descendent là-bas dans le coin de la pièce. Enfin, tu pas à adhérer complètement à ça et tu perçois surtout que la réalité de toi, elle est pas là et que tu es pas en train de la goûter, que tu es pas au bon endroit et avec le bon instrument pour goûter ce que tu es. Et tant qu'on cherche à se goûter avec le mental, on va être dans tout ce qu'on a évoqué dans notre entretien d'aujourd'hui. Tu vas être dans chercher la reconnaissance à l'extérieur, chercher les validations à l'extérieur, chercher tout à l'extérieur, chercher à objectiver le sujet. Et que le moment où tu lâches, tu dis ok, mais en réalité, c'est normal que j'ai l'impression que ça, c'est irréel parce que ça, c'est pas ce que je suis. Moi, je suis ça. Et ce que j'aime le plus goûter, c'est l'espace dans ça. Et ça va me demander d'arrêter tout ce que je suis, de laisser par moments, des fois, un peu mourir ça, pour ou juste ouvrir ça. Et juste, des fois, il y a des gens qui me disent: «Mais où est-ce que vous achetez ce truc?» Alors on donne la référence, parce que bon, on en trouve des tas. Si tu tapes, sphère expansive sur Google, tu vas en trouver plein. La marque, à chaque fois, je l'oublie parce qu'il y a l'original qui est plus solide que les autres, qui est celui-là. Mais je sais que juste avoir ça, c'est un remembering extraordinaire au quotidien. Parce que quand tu le laisses sans rien faire, il se referme tout le temps. Donc ça demande un petit mouvement qui est pas compliqué de l'ouvrir, mais juste de le voir, ce petit mouvement, ça te rappelle: «Hey, il y a une autre réalité là et tout ce que je cherche est là et je vais jamais le trouver avec ça». Et ça, c'est mon mental. Je vais jamais le trouver avec ma manière habituelle et le monde ne me propose pas les outils pour aller le chercher. C'est les traditions, quand on parle des traditions, oui, les traditions anciennes, les lignées de sagesse de toutes les traditions donnaient les outils pour passer de ça à ça. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux, c'était comment tu fais pour passer de ça à ça. Les écoles antiques de sagesse faisaient ça. Bon, aujourd'hui, il y a des traditions modernes qui font très bien ça, que ce soit dans des approches spirituelles, que ce soit dans des approches diverses. Il y a des tas d'approches. Moi, en ce moment, j'utilise beaucoup les outils d'Access Consciousness parce que je les trouve vraiment très, comment dire, très concrets et très affûtés. Et il y a aucune place justement pour les croyances ou tu peux pas t'accrocher à des points de vue parce que c'est sans arrêt, on travaille avec des questions ouvertes, sans réponse. Alors lui, il est toujours en train de: «Comment ça, il y a pas de réponse? Comment ça, il faut pas chercher une réponse?» Non, on pose une question. Voilà. À quoi ressemblerait ta vie, si tu cessais de craindre la mort? Alors là, tu vois, ça lui pouf, ça ouvre un champ, mais il y a pas une réponse. C'est on invite une expérience, on évite un possible possible et cet endroit-là, où on peut ouvrir tous les possibles par des questions ouvertes, là, c'est des endroits où on va sortir des étiquettes, on va sortir du paradigme juste, faux, bien, mal, et on va arriver à goûter davantage. Ok. Je me régale avec toi. Est-ce que c'est appelé à être quelque chose que je peux figer comme une norme ou est-ce que c'est quelque chose à réexpérimenter à chaque fois? Je Ah sais non, pas. c'est toujours à réexpérimenter parce que tu t'es régalé une fois, tu t'es régalé 2 fois et puis Hmm. peut-être une troisième fois et tu t'emmerdes la troisième fois et aucun souci. Là, pour moi, Ah. c'est quel serait l'intérêt tu vois, c'est ça, je veux dire, pour moi, c'est toujours le piège. Mais on est constitué, il faut comprendre que notre cerveau, avant même les conditionnements, sociétaux, mais il a des modes de fonctionnement. Je veux dire, moi, je me suis beaucoup penché sur les neurosciences, tout ça et tu te dis: «Putain, on a vraiment intérêt à reprendre l'outil en main» parce que l'outil à la base,
le cerveau, le néocortex et tout le reste, toutes les autres parties du cerveau plus ancien, le cerveau mammalien, limbique et puis le reptilien, le cerveau, c'est une structure de survie. Il faut bien comprendre que c'est pas une structure qui est faite pour être vivant et goûter la vie. C'est une structure qui est de survie, qui a été fabriquée pour ça, qui va toujours enregistrer plus ce qui fonctionne pas que ce qui fonctionne, qui va toujours privilégier certaines choses à d'autres et qui, par exemple, là, tu viens de le dire, quand tu vis une expérience agréable, ça en veut encore. Donc, ça va chercher, ça fixe une forme de norme, de dire ah ouais, avec ça, on s'éclate. Et donc j'en veux encore, donc refaisons autre chose. Après ça va repasser dans le cortex préfrontal qui est très utilisé par le cerveau pour créer des autoroutes neuronales qui lui permettent de gagner du temps. Sauf que le cortex préfrontal, disent les scientifiques, c'est une sphère du cerveau qui amplifie tout. Donc c'est-à-dire que c'était déjà cool le moment, mais quand tu vas le reprojeter pour une prochaine fois, tu vas le projeter là, et lui il va amplifier. C'est super cool. Donc après, que ce soit que c'est super cool ou qu'il projette j'ai super peur, ça va jamais être aussi cool ni faire aussi peur parce qu'il a amplifié pour favoriser les autoroutes neuronales. Donc voilà, après voilà, on va dire ben ouais, c'est là pour le coup, c'est humain parce que notre cerveau il est fait comme ça. Après quand je me vois projeter, moi, j'utilise là encore les outils d'Access. Donc dans Access, on passe beaucoup de temps à détruire et décréer. Donc typiquement, je vais dire OK, tout ce que j'ai vécu aujourd'hui dans cette interview, je le détruis et je le décrée. Voilà. Tout ce que j'ai trouvé qui était super, qui était cool, qui était génial, je le détruis et je le décrée. On va dire mais t'es fou quoi, enfin pourquoi tu détruirais quelque chose qui était cool? Mais parce que sinon je vais attendre de le revivre. Donc je célèbre tout ce qu'on a vécu qui était cool et où on s'est éclaté et la première fois et la deuxième fois et en même temps, à la seconde où c'est fini, je le détruis et je le décrée, comme ça je réouvre et quoi d'autre est possible? Qui est aussi une des phrases d'Access, quoi d'autre est possible? Et comment ça devient mieux que ça? On ne sait pas. Mais maintenant si je me suis figé sur: «Oh j'aime bien cette manière, cette forme», la prochaine fois on va être figé, on va avoir créé une nouvelle norme et la norme c'est qu'avec Issa c'est chouette, on s'éclate. Donc tout ça, c'était très chouette, on s'est régalé et maintenant, quoi d'autre est possible? Et ça, on ne le sait pas, mais on laisse la question ouverte sans réponse et du coup, on invite tous les possibles possibles. Et beh, justement, c'est super, j'avais une question, qui va très, très bien à la suite de ce que tu viens de nous exposer, qui est, souvent la capacité à s'adapter, c'est ce qu'on donne comme définition de l'intelligence et donc la capacité à s'adapter notamment, bah, elle est aussi en jeu dans les normes. On va s'adapter aux normes et on va se nier en s'adaptant. Donc c'est quoi pour toi l'intelligence? En tout cas, je la vois pas du côté de l'adaptation et de l'adaptabilité. Je crois qu'on confond souvent évoluer avec s'adapter. Est-ce que l'être humain s'est adapté ou est-ce que l'être humain a évolué? Moi, je vois qu'il a plutôt évolué quand on parle de l'espèce humaine. Et toutes les espèces, animales, végétales, tout évolue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit que, ah ça l'environnement, ça fonctionne pas que je sois comme ça, donc je me transforme. Donc dans l'évolution, il y a justement on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui est requis pour évoluer? Il y a une mort à un moment. C'est-à-dire, bah, voilà, tu avais des bêtes qui étaient dans l'eau, puis à un moment donné, elles ont commencé à devenir amphibies. Puis à un moment donné, bon, bah, on va rester sur terre, donc on meurt à l'élément amphibie. On a plus de branchies maintenant, on n'a plus que des poumons. On a laissé mourir quelque chose. C'est pas seulement on s'est adapté. Si tu t'adaptes, ça veut dire que tu préserves ce que tu es, en le tordant un peu pour que ça aille quand même avec un environnement différent. Alors que quand tu évolues, il y a une mort à un moment. J'étais ça et maintenant je suis ça. J'ai évolué. Il y a eu une transformation. Je suis plus ça. J'ai le souvenir que j'ai été ça, hein, j'honore ce que j'ai été, mais à un moment donné, je l'ai laissé et j'ai évolué. Moi, je vois que l'espèce humaine et comme toutes les autres espèces, il y a des évolutions. Après, l'adaptation, pour moi, c'est un concept très dangereux parce que quand tu dois faire preuve d'adaptabilité, ça veut dire que ce qui t'entoure n'est pas le contexte qui, à un instant T, est favorable à l'expression naturelle de ton être. Et donc tu vas regarder qu'est-ce qu'il faut, comment il faut que tu te tordes intérieurement, comment il faut que tu te lâches la main à des endroits pour survivre finalement dans ce milieu auquel tu cherches à t'adapter. Donc pour moi, la grande question, c'est quel est le sens de s'adapter? Pourquoi je devrais m'adapter? Pourquoi le sujet devrait s'adapter à l'environnement? Va y avoir une perte qualitative au niveau du sujet, forcément si je m'adapte. Alors après, on est bien d'accord que je suis en situation de survie, l'espèce humaine, elle évolue sur des millions d'années.
Là, en l'occurrence, si je me retrouve dans un espace, fermé dans lequel, il y a peu d'oxygène, je suis pas stupide. Là, l'intelligence, c'est effectivement de s'adapter en temps réel, en arrêtant de parler et en économisant mon oxygène. Là, on est bien d'accord. Mais hormis les situations pures où la vie physique d'un être humain est en danger et où alors là, bien sûr, faire preuve d'adaptabilité à l'environnement, ben, c'est vital pour toi. Après, pour tout le reste, pour tout ce qui va toucher, les schémas et les plans émotionnels, intellectuels ou autres, là, l'adaptabilité, ça veut dire tu es en train de te lâcher la main pour diverses raisons. La plupart du temps, parce que tu crois qu'il n'est pas possible que tu sois exactement et pleinement ce que tu es et que simultanément l'autre puisse être ce qu'il est. Hein, parce que vu que là, on a enlevé toute la partie purement physiologique, hein, de l'adaptabilité. Donc là, qu'est-ce qui nous reste ensuite? On va tomber dans les choses relationnelles. On en Et donc, revient aux deux soleils qui peuvent pas briller en même temps dans l'inconscient collectif. oui, c'est pourquoi je dois m'adapter à toi. Pourquoi je dois m'adapter? Quand on s'adapte, ça veut dire qu'on va faire des compromis, ce qui dans notre société est très valorisé. On va dire c'est quand même mieux de faire un compromis que faire une guerre, certes. Et ça serait, sauf qu'un compromis a un prix. Parce que dans un compromis, allez, prenons le meilleur compromis du monde où c'est 50-50, c'est-à-dire chacun a fait un effort de 50. Ça veut dire que chacun, il a 50 où il est pas content. Et ça, sur la durée, ça va pas le faire. Sur la durée, tu vas en vouloir à un autre. Un autre avec qui tu fais des compromis, à un moment, tu lui en veux parce qu'en fait, tu as 50 de toi qui est pas rejoint. En CNV, on fait pas de compromis. En CNV, on reste et on danse dans la danse de l'écoute des besoins jusqu'à ce qu'on arrive dans la nappe phréatique où on est descendu suffisamment profond pour se reconnecter dans cet espace dans lequel, à un moment, il y a un petit miracle qui se passe. C'est que quand tu te reconnectes avec un être suffisamment profond, à un moment, pouf, il y a ce truc qui est que nous sommes tous un en réalité, et donc ça recircule au fond, et donc tu as un élan qui jaillit de contribuer. Et quand tu as ton élan de contribution qui rejaillit, que tu es connecté à ton élan de contribuer, ce qui avant aurait été un compromis, c'est-à-dire que tu le fais à contre-cœur quand même à un endroit, parce que ça fait chier, mais bon, de toute façon, si on fait pas ça, on va se taper sur la gueule, j'ai pas envie parce que j'ai des valeurs de bienveillance et de paix. Donc allez, faisons un compromis, je veux pas qu'on se quitte, faisons un compromis. Mais tu fais un compromis, t'es pas content au fond, parce que un compromis, tu le fais à contre-cœur. Alors que l'idée qu'on a avec la CNV, mais qui existe aussi dans d'autres approches, hein, c'est toutes les approches dans lesquelles tu dis: «OK, faisons confiance au fait que si on reste suffisamment longtemps en présence et en connexion, à l'écoute de nos aspirations, de nos besoins, plutôt que d'être centré sur le résultat», parce que dans le compromis, tu es centré sur le résultat. Tu dis: «On veut ça et donc pour faire ça, il faut que moi je lâche ça et toi tu lâches ça». On regarde le résultat. Quand tu lâches les compromis, tu dis: «OK, pour un instant, on lâche le résultat et on met toute notre attention sur la relation». Et là, tant que on n'est pas reconnecté à un endroit entre nous où ça se parle, où ça se comprend et où il y a ce miracle de l'élan de contribution qui est là, on parle plus du résultat. Ça va peut-être des fois prendre beaucoup de temps de faire ça, hein, mais en même temps, c'est beaucoup plus écologique parce qu'un compromis que tu as fait une fois, tu vas le remettre en question dans 2 mois, hein, très souvent, ou 3 ou 6 ou 1 an, mais peu importe, ça va péter à un moment les compromis. Alors que là, quand tu t'es reconnecté au fond à ton élan, mais ça te coûte rien. Et donc à l'arrivée, des fois, tu vas faire des trucs, mais beaucoup plus énormes. Moi, des fois, ça m'est arrivé de lâcher complètement un truc auquel j'étais super accroché, une stratégie sur laquelle je voulais faire zéro compromis. C'était hors de question de faire un compromis. Je voulais que ça soit comme ça, je voulais ce résultat, je voulais pas lâcher. Sauf que, dans mes normes, j'avais une valeur profonde qui était, j'ai pas envie de vivre ça dans mes relations. J'ai envie quand même de vivre davantage à partir de l'élan qu'à partir de tension. Donc, j'ai choisi, au lieu de rester figé ce jour-là, parce qu'il y a des tas de moments où je suis complètement figé, hein. Je suis pas un parangon de vertu, je veux dire, je merde comme tout le monde tous les jours, hein. C'est juste, j'essaye des trucs parce que j'aime pas fonctionner d'une certaine manière, donc j'essaye de fonctionner différemment. Donc là, c'est juste pour contextualiser. Je raconte juste une fois où j'ai réussi, ce jour-là, à incarner mes valeurs, qui étaient donc de mettre l'accent sur la connexion. Et donc j'ai dit: «OK», c'était une amie proche, j'ai dit: «J'ai pas envie de qu'on se tende sur ça. Allez, j'essaye, lâchons le résultat pour un moment», et on s'est mis dans de la connexion. Et on a passé une bonne heure, hein, en connexion, où je voyais pas du tout comment on allait y arriver d'ailleurs. Mais bref, j'ai dit: «Faisons confiance au processus». On est resté dans le lien, le lien, le lien. Dès qu'on repartait sur le résultat, pouf,
on oubliait la situation, on revenait au lien et en plongeant comme ça toujours plus profond sur qu'est-ce qui est en jeu pour toi derrière ça? Qu'est-ce qui est en jeu pour moi derrière ç et au fond, d'un seul coup, on a trouvé un trésor complètement inattendu, un truc qui était très profond alors qu'à la base, c'était une situation, je m'attendais pas du tout à ce qu'on trouve ça et la seconde où je me suis connecté à ça chez elle, pouf, moi ça a fait clic. Là, à la seconde, il y a tout qui s'est ouvert, tout qui a lâché. Je dis: «Mais écoute, tu sais quoi? On le fait pas». Enfin moi, pour moi, j'ai pas besoin qu'on le fasse. C'est si tu veux, on le fait pas du tout aujourd'hui alors qu'à la base, j'étais en exigeant: «Je veux que tu le fasses ce soir à 6 heures, j'en ai besoin». J'ai dit: «Tu sais quoi? On va j'ai juste oublie ma demande». Sauf que là, tu as cette double magie, c'est qu'elle aussi s'était connectée à moi et alors qu'1 heure avant, elle me disait: «C'est hors de question que je le fasse là, elle était connectée, elle me dit: «Non, non, mais tu sais quoi?» Elle me dit: «Je suis tout à fait OK pour le faire». Donc après, on a juste eu une discussion qui a encore duré quand même 10 minutes pour voir, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'après, on était les 2 à avoir envie de contribuer. Puis moi, j'avais vraiment pour contribuer plus envie qu'elle le fasse, puis elle pour contribuer. Puis donc voilà, ben, après on a juste vérifié: «Est-ce que c'est vraiment OK pour toi?» Elle me dit: «Ouais, c'est vraiment». J'écoute, ouais, parce que si je me connecte, c'est sûr que j'ai une petite préférence si on le fait et en même temps, je suis tellement connecté au fond pour ce qui jouait pour toi que c'est OK si on le fait pas. Puis voilà, on a encore dansé une petite 10 minutes, puis à la fin, ben, du coup, elle l'a fait. Mais c'était depuis un endroit où je lui demandais: «Vérifie, est-ce que ça te coûte quelque chose? Ne serait-ce qu'1 gramme? Est-ce que ça te coûte un tout petit peu de le faire?» Elle me dit: «Non», elle me dit: «Non, ça me fait beaucoup de joie». Alors ça, c'est le kiff. Ça, c'est vraiment quand on est, à partir, ouais, de la connexion, en profondeur. Mais dans le compromis, effectivement, il y a pas de kiff au fond. Le seul kiff que tu as dans le compromis, c'est que tu as ton résultat. Donc tu as une petite satisfaction, c'est de dire: «Bon, j'ai quand même ce que je veux, j'ai quand même obtenu ce que je veux, OK, on y arrive et on se fait pas la guerre». C'est ta joie, tu as une double joie dans le compromis, c'est tu as le résultat que tu veux quand même, plus ou moins, mais tu en as au moins un bout et puis souvent, pour les gens qui sont dans des chemins de développement personnel ou spirituel, tu as aussi une forme de satisfaction intérieure de te dire: «Bon voilà, j'ai quand même fait un truc où, on fait pas la guerre, donc je vis mes valeurs». Donc tu nourris ton sentiment de congruence et de cohérence et donc tu nourris ton estime de toi et d'amour de toi et compagnie. Mais je trouve OK. que le compromis, pour moi, c'est une version dégradée, de trouver, une demande à partir de la connexion aux besoins mutuellement rejoints. J'ai une image que je te partage qui me vient avec les mots que tu me donnes au fur et à mesure. Toi qui aimes bien jouer aussi avec les mots, j'espère que ça va aller jusqu'à toi. C'est, en fait, l'inverse symétrique du Graal qui donne le largue. Oh mon Dieu! Et Oui. donc du coup, la coupe quand on dit la coupe est pleine parce qu'on a fait un compromis et que finalement ce compromis c'est juste une bombe à retardement qu'on met dans un coin pour gagner du temps, Mmh mh. pour se tordre comme tu le dis, à une exigence, mais on va reprendre sa forme initiale quoi qu'on fasse. Il y a quelque chose qui va se remettre en place et qui va poser problème en fait au bout d'un moment. Donc quand on C'est clair. s'engueule sur un sujet et qu'on fait des compromis pour, arriver à un résultat plus apaisé en surface, on met juste 2 bombes, à retardement qui n'ont peut-être pas le même, compte à rebours en plus et qui vont exploser au bout d'un moment que, bah, l'un ou l'autre, en aura marre en fait et aura son largue plein. C'est clair, c'est clair et puis en même temps, pour, relativiser parce que voilà, moi je partage des choses qui pour moi sont un peu comme des valeurs absolues, tu vois? Comme des buts et des buts des fois on n'atteint pas un but, on tend vers un but. Donc ce que je viens de dire, c'est voilà, en valeur absolue, je préfère chercher à danser comme ça à partir des besoins et trouver une demande qui parte de l'élan, ça c'est le Graal, voilà. Mais après peut-être qu'on va s'arrêter et qu'on va trouver un compromis, c'est déjà pas mal. Parce que oui, des fois, on va pas trouver le temps, on va pas trouver l'énergie de rester assez longtemps pour danser la relation, jusqu'à se connecter à un endroit qui fait qu'on est à partir de l'élan et peut-être qu'on va faire une première étape, un premier point d'étape, c'est faire un compromis et ben, ouais, c'est déjà mieux effectivement que de se taper sur la figure. C'est juste que pour moi, je n'ai pas, si tu veux, c'est pas mon Graal. Le compromis, c'est pas mon point ultime. Pour moi, c'est une étape. Il y a d'abord, on se bat, chacun veut avoir raison et on est en mode tyrannique où il y en a un, il s'en fout d'avoir tout et que l'autre, il ait rien. Donc ça, c'est vraiment pas ce que je veux vivre. Après voilà, j'ai une première option qui est déjà mieux, c'est le compromis et après ce vers quoi, je tends, ce vers quoi j'aime bien aller, c'est effectivement trouver des solutions dans lesquelles, pour un moment, on a lâché la quête de solutions pour se tourner
dans le lien et voir: «OK, attends, prenons le temps, qu'est-ce qui est vraiment en jeu pour toi, au fond, dans ça?» Et on va voir que des fois, c'est très étonnant pour des petites choses de la vie quotidienne, ce que ça touche derrière pour chacun, c'est tellement profond. Hein, tu demandais tout à l'heure, est-ce que, par rapport aux besoins de reconnaissance, est-ce qu'il varie des fois ce besoin ou et je t'ai dit: «Ben, dans mon expérience, pas tellement». Il est où on est à un moment par rapport à soi et je vois que, voilà, pour ça, dans les relations humaines, des fois, c'est des tout petits détails dont on est en train de discuter pour des actions qui nous semblent insignifiantes, qu'on demande à quelqu'un ou qu'on fait. Sauf que pour l'autre, dans son histoire et de là où il en est, ça touche un truc tellement profond et chez nous aussi. Mais on s'en rend pas compte parce que c'est juste: «Mais attends, c'est bon, enfin, tu peux passer aller faire les courses en revenant, enfin, c'est quoi le problème?» Enfin, c'est, toi, tu et en fait, au fond, pour toi, ça touche, si tu vas creuser, c'est très profond, ça touche, et oui, en termes de soutien, il y a des endroits où moi je contribue de telle et telle manière et puis mais pour moi, j'ai besoin d'équité à un endroit et puis en plus, j'ai l'impression que ça te fait pas de la joie de contribuer pour moi. Enfin, au fond, il y a des trucs profonds chez toi et pour l'autre aussi, l'autre est juste pas au courant que dans son histoire, dans sa famille, celui ou celle qui va faire les courses, il est considéré comme étant l'esclave de tous. Donc, est-ce que tu veux être un esclave? Ben non, mais toi, comment tu peux imaginer ça? Mais ça, c'est que quand tu te poses, quand tu vois justement qu'on va se battre, tu dis: «Oh, oh, il y a des besoins et des valeurs profondes qui sont touchées», donc si on a le temps, parce que c'est sûr, là, tu es en mode, tu rentres du boulot, est-ce que tu peux t'arrêter faire les courses, tu vois? Donc là, ce qu'il va falloir aller discuter pour arriver au point où la personne va à nouveau le faire depuis son élan ou bien toi, tu vas lâcher et accepter d'aller le faire, hein. Mais, juste là, des fois, on a la notion du temps nous empêche la plupart du temps, justement, je redonde, de faire ce qui est ajusté, et au service. Dès que tu mets le temps au milieu, donc moi, c'est aussi un de mes repères, c'est dès que je dis que quelque chose est urgent, je dis: «Oh, il est urgent de ralentir». Je sais que tout ce qu'on va vivre, ça va pas contribuer à la relation. Dès qu'on se dit: «Non, mais là, il faut le faire vite». «Non, mais tu comprends pas, c'est urgent». C'est OK, OK. Donc ça veut dire je suis en train de te toi, je t'ai tué, je t'ai dégagé. C'est ce qui est important pour moi, c'est ce truc et toi, on s'en fout. Mais c'est OK, hein, des fois, on est comme ça. Mais c'est juste avoir conscience que moi, j'ai dans mes repères quand il y a, l'urgence, je sais que le prix à payer, ça va être la qualité de la relation. Après, on fait des choix. Mais je m'étonne pas quand des fois, je vois que je suis en mode: «OK, je suis en train de me dire: "J'ai pas le temps" et je ne choisis pas de donner du temps en ce moment à la relation». Je sais qu'il y aura une conséquence et des fois je la choisis, des fois je dis: «Oui, ben, je choisis le résultat» et c'est OK. Encore une fois, quand tu es au clair avec ce que tu choisis, ben, tu assumes les conséquences après. Tout à fait. OK, super. Il y a une question qui me vient. Depuis Si. tout à l'heure, en fait, on est avec notre relation à nous-mêmes, notre présence à nous-mêmes, le fait de prendre soin de ce rapport de présence qu'on peut avoir au monde et puis donc c'est très au service du «je», en fait et Ah ah! est-ce que pour toi, c'est seulement à cette condition de confort, heu, d'écoute de soi, de qualité de présence à soi et au monde que le «je» peut être au service du «nous»? Oui, mais bah, oui et du coup, le début de la phrase, il est intéressant parce que tu dis: «C'est très au service du jeu», mais non, c'est très au service du nous. Il y a pas de qualité du nous possible si tu es pas d'abord à l'écoute de toi. Je C'est suis d'accord avec impossible. ça, bien Et sûr. en hébreu, ils disent: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même» et en hébreu, le comme, il a une valeur vraiment il décrit une équivalence, c'est-à-dire il dit: «Tu seras capable d'aimer l'autre de la même manière que tu t'aimes toi, en fait». Donc comment veux-tu avoir une qualité relationnelle avec l'autre quand tu as un degré zéro de relation avec toi? Donc en fait, tourne-toi d'abord vers toi, sois présent à toi, sois un bon ami pour toi, sois en amour avec toi, goûte la plénitude de toi. Et tout ce qui semble être, «Oh là là, mais tu fais que penser à toi, tu es nombriliste, tu es égocentré, gna gna gna», enfin tout ce qu'on te dit et tout ce que notre société dit, dès que tu es tourné vers toi, on va te dire que tu es égoïste et ce qui est très drôle, c'est que la personne qui te dit: «Tu es égoïste» est en train de te dire: «Tu ne penses pas assez à moi», mais bon, c'est très drôle. On fait pas gaffe, d'habitude on se justifie, mais en réalité, je me tourne pas vers moi pour avoir un fruit qui soit des résultats ou je me tourne pas vers moi par un intérêt matériel justement, tu vois? Dans Access Consciousness, il parle du royaume du moi et du royaume du nous et j'aime bien ça, est-ce que je suis en train de chercher à régner
vers moi pour mon profit et mon bénéfice personnel uniquement? Est-ce que je suis en train de faire ça par intérêt? Est-ce que je suis, mercantile? C'est-à-dire je suis un marchand, je vais revendre, quelque chose après à quelqu'un d'autre, que je suis en train de créer juste pour mon intérêt? Est-ce que je suis en train de marchander la vie, tu vois? D'avoir ce rapport comme ça transactionnel avec moi, les choses, où je fais tout à partir d'un intérêt quelque part? Auquel cas là, effectivement là, on est égocentré et l'endroit où on ne pense qu'à soi, bah, effectivement, c'est tout pour ma gueule, hein, TPMG, tout pour ma gueule et les autres fuck off, allez vous faire voir. Et là, ça va pas être une contribution. Mais quand tu te tournes vers toi parce que tu es en train de rentrer dans le temple de ton être, que tu chasses momentanément les marchands du temple, c'est-à-dire tu n'acceptes plus d'acheter quoi que ce soit des points de vue des autres, tu refuses d'acheter tous les points de vue des autres, tu refuses d'acheter les croyances des autres, tu refuses d'acheter les limitations des autres. Donc tu chasses tous les marchands du temple, tu fais retour, tu rentres dans le temple de ton intériorité. Quand tu fais ce retour-là, le royaume dans lequel tu es en train d'entrer, c'est l'antichambre du royaume du nous. Et l'antichambre du royaume du nous, c'est le royaume du jeu. Il n'y aura pas de nous s'il n'y a pas un jeu qui est présent. Donc quand tu fais ça, les autres vont quand même te tenir le même discours que si tu étais en train de te tourner vers toi pour le royaume du moi. Parce que eux, ils perçoivent simplement qu'à ce moment-là, tu n'es pas disponible pour eux puisque tu te retournes vers toi. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que toi, des fois, tu es le bon gars, le bon bougre qui se retourne vers lui au service de ta présence, ultimement au service du royaume du nous. Et le moment où tu fais ce retour que tu perçois clairement être au service ultimement de tous, l'autre, il va quand même te le mettre dans la gueule en te disant: «T'es vraiment qu'un sale égoïste, tu fais les choses que pour toi, tu en phase exécrable si tu fais de la CSV». Enfin, on va des fois te traiter de nom d'oiseau. Et c'est là où ça demande toujours effectivement, une forme de courage, quoi. Et l'étymologie dans courage, c'est le cuore, hein, c'est le cœur. Donc c'est d'avoir ce cœur assez, tenu, assez fort quoi, dans ton torse pour te dire: «OK, ouais, ben, ouais, les autres ils vont me juger, les autres ils vont me traiter de nom d'oiseau, mais moi je sais ce que je veux et je sais ce que je fais». Et donc j'ai fini de conditionner ma vie et mes choix au point de vue que les autres vont porter sur moi. Je termine ça. Ça c'est une initiation majeure. C'est le jour où tu tues, tu détruis et tu décrées l'être en toi qui est d'accord de conditionner sa vie et ses choix au point de vue que les autres vont avoir sur moi. Écoute, ils pourront bien penser ce qu'ils veulent. Peut-être que ça me fera pas plaisir. C'est clair, moi, c'est ma préférence que les gens apprécient ce que je fais pour contribuer. Mais je ne vais plus conditionner mes choix à ma crainte de leur point de vue. Voilà, même si je préfère qu'ils aient pas des points de vue épouvantables sur moi, mais je vais plus conditionner mes points de vue là-dessus et donc oui, je suis au courant que très souvent, quand je me choisis, les gens vont être stimulés. Pourquoi? On en a parlé au début de notre entretien, encore une fois, mais c'est bien, on est cohérent, on est dans le même sujet. Mais pourquoi? Parce que les gens, vu qu'ils ne sont pas présents à eux, ils comptent sur moi pour être là pour eux, pour les reconnaître, pour, leur renvoyer, pour être leur miroir de légitimité. Et donc la seconde où moi, je tourne le miroir vers moi pour me regarder, je suis plus une ressource pour eux. Donc en d'autres termes, si tu es dans un monde dans lequel chacun est une ressource pour lui-même, personne ne va rien te dire. Quand tu te tournes vers toi, tu vois, moi je vis avec ma chérie, on est dans une maison dans laquelle on a des espaces, on a un espace où on peut se retrouver et on a des espaces où on peut être chacun, chacune vers soi. Ben moi, il y a quelques années, enfin, il y a vraiment quelques années, il y a une quinzaine d'années, faut remonter un peu quand même, mais à l'époque, j'étais encore dans des modes relationnels fusionnels. J'étais encore, dans des modes, l'autre est ma moitié, tu vois? Donc on est 2 demi-sphères, et donc je ne me sens entier et complet que quand tu viens vers moi. Et quand tu te retires, ben, je tombe sur le dos comme une tortue, tu sais, qui est sur le dos comme ça, les pattes en l'air. Donc je suis là à gueuler: «Espèce de sale égoïste, regarde dans quel état tu me mets», puis hop, tu fous toute la responsabilité sur l'autre. Mais ça, c'est possible que quand tu es dans des relations avec 2 moitiés de sphères. Je veux dire, et donc, quelqu'un qui va te traiter d'égoïste quand tu te tournes vers toi, c'est quelqu'un qui, lui, n'est pas entier, en fait. Donc, à un moment donné, tu le vois aussi, tu portes pas de jugement dessus. Tu confonds pas des prises de conscience avec des jugements à certains moments, parce que je vois qu'après, on mélange tout. Des moments, on a des prises de conscience, mais on veut tellement pas avoir de jugement que juste quand tu vois quelque chose, tu vois, hey, cette tête fonctionne en mode demi-sphère. C'est juste une prise de conscience, c'est pas un point de vue, c'est juste tu le vois, tu dis, hey, il fonctionne en demi-sphère.
À la seconde où je me retourne vers mon intériorité, il m'accuse de tous les maux, qui lui appartiennent. Alors que si tu as 2 sphères, tu as 2 sphères, quand elles se rencontrent, elles font une intersection. Youpi, super, ça crée plus, on partage des choses et puis voilà, quand maintenant ça se passe comme, on vit actuellement depuis des années avec ma chérie, ben, à un moment, des fois, je lui dis: «Ah, tu sais quoi? Ce soir, j'ai envie de rester vers moi». Alors des fois, elle me dit: «Ah ben, je suis déçue parce que moi j'avais, l'élan d'être avec toi ce soir» et puis la seconde d'après, elle me dit: «Mais, c'est OK, hein, profite bien de ta soirée, je vais en profiter pour me retourner vers moi aussi». Puis voilà, tu as 2 sphères qui choisissent une intersection ou de temps en temps, tu as une sphère qui dit: «Tu sais quoi? Ce soir, je vais par là». L'autre, elle dit: «Ah bah mince, j'avais prévu une intersection ce soir. Ah bah d'accord, bah je vais aller vers moi». Elle va pas tomber sur le dos comme ça, tu vois? Donc voilà, je veux dire, il y a tous ces endroits où des fois je vois qu'on j'ai accompagné beaucoup de personnes depuis et moi-même je le vivais comme ça à l'époque. Tous ces endroits où on culpabilise quand on se tourne vers soi, parce que l'autre nous fait percevoir combien ça le rend malheureux, ou dans l'autre sens, quand tu es la demi-sphère, tu culpabilises l'autre. Bon, bah, à un moment donné, tu vois le mécanisme et tu dis: «OK, s'il y a qui que ce soit qui est en train de ou culpabiliser l'autre ou se culpabiliser, OK, on est en mode demi-sphère. Bon, ben, on a du job». Puis à un moment donné, au lieu de tout mettre chez l'autre, on va un peu prendre sa responsabilité et dire: «OK, tu sais quoi? Ben, je me rends compte que j'arrive pas bien à rester seul». Parce que vu que je me vis comme séparé de tout ce qui m'entoure, ben, quand, je me retrouve, sans toi, je me sens séparé de tout et je n'ai pas encore rencontré ma moitié intérieure de moi. J'ai pas encore été faire ce chemin intérieur qui fait que je goûte la plénitude quand je suis avec moi et qu'ensuite être avec toi, c'est un choix, c'est pas une nécessité. Quand je suis avec toi, bah, je goûte plus. Je goûte plus, ben, dans l'intersection de nous, ça crée plus pour nous. Il y a une autre joie, mais ensuite quand je reviens avec moi, c'est un choix. Je peux être vers moi et goûter aussi une autre joie et tout va bien, quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ce que tu me demandais. Super, j'ai même eu envie d'applaudir à un moment. C'est vrai en plus. Je Non, dis: c'est «Si, si, c'est sympa. super». C'est la fin de cette partie, n'hésite pas à aller visiter la chaîne pour voir les autres interviews et la suite de celle-ci, c'est là.